Bonjour Jean-Luc Glaise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous présidez le département de la Gironde et vous êtes le chef de file du groupe de gauche dans cette assemblée des départements de France. On va évidemment parler des enjeux de ce congrès. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin ici à Strasbourg au moment de la clôture de ce congrès ? D'abord très offensif, avec la volonté évidemment d'attirer l'attention de Madame la Première ministre sur la situation des départements. Et donc en attente aussi des annonces qui pourraient être faites ce matin. Nous attendons beaucoup de sa venue au niveau de ce congrès. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Qu'est-ce que doit dire Elisabeth Borne pour que vous sortiez satisfait? D'abord, une reconnaissance de la pertinence et de l'utilité des départements comme une collectivité de proximité. Ensuite, le fait qu'aujourd'hui, la situation financière est terrible dans les départements puisque nous sommes privés de toute autonomie fiscale et que nous n'avons plus que pour possibilité de pilotage financier de jouer sur nos dépenses, donc d'économiser au maximum. Donc il faut véritablement que cette situation soit prise en compte et que nous retrouvions à la fois notre autonomie financière et surtout une autonomie ensuite d'action publique au service de nos populations. Que vous n'avez pas? Vous n'avez pas aujourd'hui ce pouvoir d'agir, comme le disaient les maires de France? Non, on disait gouverner, c'est prévoir, mais aujourd'hui, la question, c'est gouverner, c'est pouvoir. Et donc, il faut que nous puissions, et pour cela, il nous faut les moyens pour être à la hauteur de nos compétences. Donc, un message, et on imagine que vous attendez des mesures concrètes, notamment sur le plan financier. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas forcément que des mesures pansements, avec à chaque fois des enveloppes qui peuvent être données ici ou là, que l'on prend bien évidemment. Mais il faudrait véritablement un changement structurel pour garantir que les départements puissent être à la hauteur de leur mission. Donc, c'est-à-dire que vous ne voulez pas des enveloppes financières, mais que vous voulez des recettes qui soient dynamiques? Oui, c'est ça. Nous prenons en tout cas les enveloppes, évidemment, par défaut pour l'instant. La réalité aussi, c'est que les recettes que reçoivent les départements, qui ont des missions de solidarité, sont des recettes qui sont adossées au marché. Les droits de mutation et ensuite la TVA. Il nous semble qu'il n'y a pas forcément de pertinence, de cohérence en tout cas, entre les recettes et les dépenses. Donc nous demandons des recettes qui soient beaucoup plus en phase, peut-être une part par exemple de la CSG. Allez, on va rentrer dans le détail de ces questions et notamment revenir sur les questions financières. Mais le sujet qui est peut-être au cœur de ce congrès, c'est la question des mineurs étrangers isolés, qui est un défi aujourd'hui pour les départements. Tous ne peuvent pas y faire face. Le Sénat examine en ce moment même le projet de loi immigration. On a entendu les sénateurs monter au créneau sur ce sujet. Est-ce que pour vous, il manque dans ce texte du gouvernement des mesures concrètes pour vous aider à faire face à la question des mineurs étrangers isolés? Alors d'abord, je ne suis pas certain que ce soit le principal sujet des assises aujourd'hui. Je crois que le sujet, c'est vraiment la situation de département. Attention aussi à l'appellation. Ce sont des mineurs non accompagnés. C'est un statut spécifique qui, à ce moment-là, place les enfants sous protection des départements. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est d'arriver à faire face, effectivement, aux besoins d'accueil de ces enfants une fois qu'ils sont reconnus MNA. Je crois que le sujet, c'est aussi la question financière. C'est-à-dire, si nous avons les recettes pour faire face à la prise en charge de ces enfants, il n'y a plus de sujet. Aujourd'hui, les départements qui sont en difficulté sont les départements qui ont du mal à accueillir ces jeunes, en plus de tous les autres jeunes que l'on doit accueillir, parce qu'ils n'ont pas en face les recettes nécessaires. Est-ce que là-dessus, département de droite et département de gauche, vous avez une position unanime? Ou il y a des clivages sur ce sujet? Non, il y a des visions différentes. D'abord, nous pensons, nous, que les MNA sont des enfants à prendre en charge tout à fait comme les autres et qu'à ce titre, il n'y a qu'une protection de l'enfance. Certains départements de droite ont exprimé le fait qu'ils souhaitaient avoir une aide sociale à l'enfance différenciée pour les mineurs non accompagnés par rapport à tous les autres enfants. Nous pensons que c'est un élément de discrimination qui ne nous paraît pas satisfaisant à gauche. On va revenir là-dessus. On va écouter parce qu'il en est beaucoup question au Sénat. Il en a été question hier en séance, mais il en a également été question lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et on va écouter ce qu'a répondu au sénateur la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure. Un enfant isolé sur le territoire français doit, quelle que soit sa nationalité, être protégé. Le droit français consacre explicitement ce principe. C'est pourquoi tout mineur non accompagné confié à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, est pris en charge dans les mêmes conditions que les enfants de nationalité française. Depuis 2016, l'État soutient les départements à travers un dispositif de répartition équilibrée des MNA sur le territoire, mais aussi une aide financière pour compenser une partie des coûts liés à leur prise en charge. La loi du 7 février 2022 a fait évoluer la prise en charge des MNA au bénéfice de tous pour protéger les enfants, mais aussi, parce que cela arrive, lutter contre les abus et réprimer ceux qui ne respectent pas les règles.
Depuis ce printemps, nous avons renforcé les moyens à la frontière et dans les services de l'État, dans les Alpes-Maritimes particulièrement, qui ont été les plus touchés. Le préfet a réquisitionné des locaux. Nous avons proposé une aide pour évaluer ces mineurs. Début septembre, le gouvernement a lancé une enquête flash pour faire un état des lieux des difficultés de prise en charge rencontrées par les départements et en tirer les leçons. Sur cette base, avec Charlotte Cobel, avec Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, autour de Madame la Première ministre, nous travaillons à des solutions de moyen et de long terme. Jean-Luc Glaise, vous êtes d'accord avec la première partie du discours de la ministre sur la prise en charge qui doit revenir au département et vous êtes un peu plus sceptique quand elle dit qu'il y a les moyens ? Alors d'abord, il y a deux choses. Avant qu'un jeune soit évalué MNA, il y a une période de mise à l'abri qui correspond à une période d'évaluation. Nous pensons, nous, que la mise à l'abri est de compétence de l'État, voire même l'évaluation qui pourrait être de compétence de l'État puisqu'elle est définition du statut de MNA. Après, concernant les moyens, il y a des moyens qui sont déployés, mais par exemple, la mise à l'abri, pour l'instant, n'est financée que sur 5 jours, alors qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Sauf que ce que vous répond Charlotte Cobel, en charge de la protection de l'enfance, c'est qu'elle ne veut pas de découpage de la protection de l'enfance. C'est que si l'État reprend à sa charge la mise à l'abri le temps de l'évaluation, eh bien, elle est prête à envisager une recentralisation de la protection de l'enfance. Comment vous avez pris ces propos ? Alors, j'ai eu Charlotte Cobel en direct qui me dit ne pas avoir exprimé le souhait de recentralisation. Donc, c'est à elle qu'il revient de s'en exprimer. En revanche, je pense que tout ce qui est le travail avant l'évaluation doit relever de l'État. Et ensuite, une fois que l'enfant est reconnu mineur non accompagné, il entre dans le champ universel du droit de la protection de l'enfance. Et donc, à ce titre, nous le prenons en charge. Il y a un autre sujet, c'est que la loi portée par Adrien Taquet, en février 2002, interdit au département la prise en charge de ces mineurs non accompagnés dans les hôtels, lorsqu'ils ont moins de 16 ans. Est-ce qu'il faut revenir sur cette disposition ? Non, je pense que c'est une question de dignité dans l'accueil, même si les départements qui sont obligés de faire un accueil en hôtel garantissent un accompagnement associé. Néanmoins, je pense que là aussi, c'est une question de moyens. Il faut pouvoir ouvrir les places nécessaires et pour cela, il faut que les départements disposent des recettes ad hoc. Il n'y a pas de risque de saturation aujourd'hui pour les départements, de saturation d'hébergement, des départements qui disent qu'ils ne sont pas en mesure de placer tous ces jeunes ? Je crois que la situation des départements peut être très différente entre un département comme les Alpes-Maritimes, par exemple, ou l'Ille-et-Vilaine, et d'autres départements qui sont beaucoup moins sujets. En Gironde, par exemple, ce n'est seulement que 10% de la protection de l'enfance qui est concernée par les MNA. Donc je crois que les situations sont très variables, mais en tout cas, je pense que c'est une prise en charge globale que doit avoir l'État au titre d'une attention à l'égard des départements. On va revenir à la question des finances, puisque vous le dites, c'est également évidemment un sujet d'inquiétude pour les départements. Vous attendez des mesures d'Elisabeth Borne, notamment une enveloppe. Le gouvernement qui s'est de nouveau engagé cette année à augmenter la dotation globale de fonctionnement, qui est la principale dotation des collectivités. C'est la deuxième année de suite qu'elle augmente. Est-ce que vous saluez ces décisions et est-ce que c'est la preuve que le gouvernement prend en compte les problèmes des collectivités ? Alors je saluerais mieux cette revalorisation si elle était conforme à celle de l'inflation. Le problème, c'est que le pourcentage d'évolution de la DGE, aujourd'hui, de la DGF, est inférieur à l'évolution de l'inflation. Donc on a un delta qui fait qu'en réalité, le complément de moyens qui nous est apporté n'est pas à la hauteur des charges que nous avons à assumer au titre de l'énergie, au titre des fluides, de toutes les hausses en matière d'inflation que nous devons subir. Donc il manque encore quelque chose pour être à la hauteur véritablement de l'actualité. Mais elle augmente, ce qui n'était pas le cas depuis des années. Oui, tout à fait. Non, mais c'est très bien. Moi, je prends tout à fait toute augmentation de la DGF. Néanmoins, elle n'est pas suffisante pour couvrir véritablement l'impact de l'inflation. Et vous nous le disiez, vous alliez demander à Elisabeth Borne que les départements reçoivent une part de la CSG, c'est votre demande ? En tout cas, que nous ayons une réponse en recette structurelle qui soit permanente dans le temps et qui soit plus adaptée à la réalité des missions que nous accomplissons. Aujourd'hui, nous sommes dans le champ de la solidarité et nous avons des recettes qui sont liées au marché. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Il faut trouver une recette adaptée, mais il faut surtout l'inscrire dans le temps long pour répondre aux besoins des départements. Quelles conséquences aujourd'hui pour les départements, pour un département comme le vôtre, par exemple, de cette augmentation des coûts liés notamment évidemment à l'inflation? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moins d'investissements, c'est moins de services publics? Alors très clairement, nous diminuons les investissements, voire même nous en arrêtons une partie, donc conséquence sur l'économie et sur l'emploi. Ensuite, nous sommes en train de sabrer dans un certain nombre de politiques publiques. Ce sont des choix difficiles à opérer et donc ce sont aussi des dégradations de services publics pour nos concitoyens. Je pense que ça n'est pas la bonne manière de faire. On ne peut pas piloter des
budgets départementaux sur la dépense, il faut impérativement que nous puissions disposer des recettes. Mais concrètement aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire pour eux et que vous faisiez avant? Alors très clairement, aujourd'hui dans les questions, il y a les aides dans les politiques dites volontaristes, qui sont souvent des politiques de lien social, le monde de la culture, le monde du sport, les actions éducatives dans les collèges. Mais ça peut être aussi revoir le montant attribué, par exemple, à des EHPAD, le montant attribué à des services d'aide à domicile. Donc ce sont vraiment toucher les services fondamentaux que doivent porter les départements. Et ça, c'est un déchirement pour nous. Oui, parce qu'il y a un autre sujet, c'est que vous avez en charge ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité. Là aussi, avec un reste à charge qui est énorme pour les départements, vous demandez là aussi des réponses à Elisabeth Borne, mais même si on a l'impression que ça fait des années que cette question se pose. Oui, alors nous sommes à un niveau de collectivité qui opère en péréquation horizontale. Nous reversons une partie de nos recettes entre les départements plus riches et plus pauvres. Sur les dépenses, nous avons un reste à charge qui est énorme, effectivement. C'est la solidarité nationale qui s'exerce. C'est donc l'État qui doit permettre d'être à hauteur de ce que doit être la solidarité nationale. Nous aurions des budgets, dans ce cas, qui seraient beaucoup plus confortables et qui nous permettraient de maintenir nos services publics. Ce qui n'est pas le cas, avec un reste à charge qui s'accroît. Oui, tout à fait, qui s'est accru au fil des années, depuis déjà un certain nombre d'années, et qui aujourd'hui devient tellement pesant que nous n'avons plus la capacité de faire face correctement à nos dépenses. Et là aussi, je vous pose la question des conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences, notamment pour les EHPAD ? Il peut y avoir des conséquences pour des EHPAD. Ça va dépendre des choix que vont opérer les différents départements et de la situation en 2024. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des choix difficiles qui rentrent dans les compétences obligatoires des départements, alors que nous devrions être à la hauteur des missions qui nous sont confiées. Il y a un autre sujet, c'est la question de la décentralisation. Emmanuel Macron, dimanche, a écrit aux chefs de parti pour les convier à une nouvelle rencontre de Saint-Denis. Et notamment, il a fait plusieurs propositions sur la question du référendum, mais aussi sur la décentralisation. Il a confié une mission à Éric Woerth sur la simplification du millefeuille territorial. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Alors, d'abord, pourquoi reposer la question de la décentralisation? Ça sous-entend qu'elle ne fonctionne pas. En tout cas, moi, je pense que l'évaluation à 40 ans est intéressante, parce que ça nous permet de voir si elle est toujours adaptée au temps présent. Le contenu de la lettre, par contre, nous a fait réagir, parce qu'elle est très technocratique. Il n'y a pas de souffle et d'ambition politique. On ne sait pas ce que veut véritablement le président de la République. Or, c'est ce qu'il devrait exprimer dans une lettre de mission. Et puis après, il nous reviendra de travailler éventuellement sur la mise en œuvre opérationnelle. Mais en tout cas, nous estimons, nous, qu'elle n'est pas rédigée correctement. Nous ferons peut-être la proposition d'ailleurs d'être accompagnateur pour rédiger une nouvelle lettre de mission d'Éric Woerth, de manière à faire en sorte qu'elle soit plus en phase avec une ambition politique sur la décentralisation. Donc vous demandez à Éric Woerth de vous consulter, de dialoguer avec les départements avant de commencer ses travaux, avant de lancer sa feuille de route? Écoutez, je pense que la moindre des choses, quand on prétend s'occuper des collectivités locales, c'est d'abord d'aller les trouver pour voir si tout cela correspond bien et voir comment on peut adapter la démarche à ce moment-là et faire en sorte qu'elle corresponde véritablement à un questionnement sur qu'est-ce que la décentralisation aujourd'hui et comment faut-il l'améliorer. Sauf que Emmanuel Macron, il parle également de simplification, d'un trop grand nombre de strates. Est-ce que vous êtes inquiet que ça touche les départements et que les départements soient encore en danger ? Mais moi, je ne comprends pas la question de départ. Pourquoi partir sur des questions de strates? Aujourd'hui, quel est le bon niveau de collectivité locale pour le bon niveau d'action publique? Et à ce titre, je trouve que chaque niveau, y compris l'État, a des compétences qui lui sont attribuées et peut les exercer ensuite à condition d'en avoir les moyens. La question n'est pas de supprimer une strate, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas éventuellement dans la décentralisation? Et à partir de là, tirons-en les enseignements pour y trouver les solutions. Là, on est en train d'essayer de cibler une solution avant même d'avoir réalisé le diagnostic sur l'état de la décentralisation aujourd'hui. Donc je pense que ça n'est pas la bonne méthode et ça n'est pas le bon point d'entrée. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut quoi? Une clarification des compétences? Est-ce que vous demandez, vous, des compétences supplémentaires? Je crois que nous demandons à ce que l'État, d'abord, soit à la hauteur de ses compétences sur le plan régalien. Aujourd'hui, nous assumons, nous, des dépenses dans les départements qui relèvent des dépenses normalement de l'État. Donc déjà que l'État assume ses responsabilités. Et ensuite, regardons comment chacun dispose des moyens pour pouvoir véritablement être à la hauteur de ses compétences. C'est vraiment la question du bon niveau de collectivité pour le bon niveau d'action publique avec les moyens associés, y compris au niveau de l'État. Mais François Sauvadet, il pose la question, lui, de la pertinence des régions. Est-ce que vous aussi, vous qui êtes dans une région énorme, la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous posez aussi la question de la pertinence des régions? Est-ce qu'il faut revoir ce redécoupage territorial? Mais moi, je n'ai pas envie d'opposer les collectivités. Moi, je crois que la manœuvre derrière la lettre de mission, c'est aussi de semer une pomme de discorde entre les collectivités locales. Et je pense que nous avons intérêt à être très groupés entre nous pour défendre avant tout une République décentralisée. Régions avec leur mission, départements avec leur mission, communes avec leur mission et
l'État qui doit assumer les siennes pleinement pour que tout le monde soit à sa place avec les moyens adaptés. Et on verra ce que vous répond Elisabeth Borne. Un dernier mot, peut-être pour finir, sur une question d'actualité, évidemment, qui touche tous les Français. Dimanche, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont appelé à une marche civique pour lutter contre l'antisémitisme. Il y a plus de 1000 actes antisémites qui ont été commis depuis le 7 octobre. En un mois, c'est 3 fois plus que l'année dernière. Comment on lutte contre cette résurgence de l'antisémitisme ? Comment on lutte contre cette résurgence de l'antisémitisme? D'abord, je crois que le fait de pouvoir affirmer que la République française refuse des actes antisémites est fondamental. Et donc je pense que toute manifestation qui permet d'apporter un soutien est absolument nécessaire. Après, je pense que c'est une véritable question d'éducation, de sensibilisation, d'ouverture au monde et d'ouverture à l'autre. Et ça, ce sont toutes les actions éducatives, pédagogiques qui doivent être mises en place pour rappeler que dans notre pays, qui est un pays des droits de l'homme, nous devons respecter l'égalité, la fraternité, éviter le racisme et l'antisémitisme impérativement. Est-ce qu'il y a aussi un rôle de la classe politique dans cette lutte contre l'antisémitisme ? Oui, est-ce que vous, la classe politique, les élus locaux, vous avez un rôle à jouer? Bien sûr, c'est un rôle aussi dans la proximité que nous avons, d'explication permanente sur le fait qu'il ne faut pas discriminer, stigmatiser des personnes en fonction de leur provenance, en fonction de leur origine ou en fonction de leur religion. Est-ce que toute la classe politique, selon vous, est suffisamment unie dans cette lutte contre l'antisémitisme? Écoutez, en tout cas, j'espère qu'elle l'est. Nous sommes toutes et tous élus républicains. La République, encore une fois, porte des valeurs et nous devons, nous les premiers, défendre ces valeurs. Donc j'en fais partie et j'espère en tout cas que tout le monde a bien compris la nécessité impérative de lutter contre l'antisémitisme. C'est le cas quand vous voyez, parce que vous savez pourquoi je vous pose la question, quand Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont annoncé cette marche civique contre l'antisémitisme, on a vu quelques minutes après la réaction de Jean-Luc Mélenchon dire les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Comment vous réagissez face à ce message? Je pense que c'est une provocation complètement détournée, dévoyée par rapport à la réalité du sujet. La réalité du sujet, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui que des étoiles de David soient dessinées sur les murs de maisons privées pour stigmatiser des personnes comme l'étoile jaune a pu le faire à une certaine époque avec les nazis. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Et là, je pense que ce combat doit être absolument consensuel et commun pour toutes et tous. Vous qui êtes un élu de gauche, Jean-Luc Glaise, un élu socialiste, est-ce qu'aujourd'hui, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sont un problème pour la gauche? Écoutez, quand elles sont provocantes, oui, elles le sont. Après, je connais des gens dans la France insoumise qui sont des gens respectables et qui peuvent avoir la modération et la correction nécessaires. Lorsqu'il y a de la provocation, elle ne m'intéresse pas. Je pense que ça n'est pas le rôle d'élu de la République que de provoquer, ainsi que le fait Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que ça abîme la gauche? Écoutez, j'espère que ça n'abîme pas celles et ceux qui sont raisonnables et qui sont profondément républicains. En tout cas, nous portons une voix qui est une voix de respect, une voix de raison, et nous continuerons à la porter au niveau du Parti socialiste. Depuis les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, le Parti socialiste a acté un moratoire sur sa participation à la NUP et a pris ses distances du coup avec la France insoumise. Est-ce que ce moratoire peut durer? Jusqu'à quand? Et est-ce qu'à un moment, il faut fermer la porte quand on voit les prises de position répétées de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, je porte la voix d'un parti qui est celui du Parti socialiste, je ne porte pas la voix de la totalité de la gauche. Donc à chacun de rester à sa place et d'agir en conséquence et en responsabilité. Et nous jugerons au fil des mois ce qui se passe. En tout cas, moi, il y a un certain nombre de réactions que je n'approuve pas et que je continuerai à désapprouver, y compris publiquement. Merci Jean-Luc Glaise.